Est-ce qu'à votre avis, liberté, égalité, fraternité, ça vaut pour absolument tout le monde dans notre belle démocratie? Ou est-ce que, en fonction de votre statut social, de vos réseaux, de vos relations professionnelles, de votre positionnement financier dans la société française, vous avez des facilités que n'ont pas des citoyens qui sont libres et égaux en droit avec vous? Et bien ça, c'est quelque chose qu'on va découvrir à travers un petit extrait de Mounir. Mounir qui est le fondateur d'un outil qui s'appelle Finari. Walter, est-ce que tu connais Finari? Ouais, je connais un petit peu Finari. Et par contre, je souhaitais rebondir sur un truc que tu as dit. Dans la devise quand même de la France, liberté, égalité, fraternité, il y a quand même égalité. Donc est-ce qu'on est égalitaire? La question ne devrait même pas se poser. Je pense qu'on est égalitaire, entre guillemets, en droit, en principe. Maintenant, en fait, c'est pas la même chose. Ça, c'est autre chose. Allez, je te laisse nous présenter Finari. Alors, Finari, c'est un outil, c'est déjà une chaîne YouTube qui a beaucoup de succès, parce que je crois qu'ils ont plus de 500 000 abonnés, et c'est une chaîne YouTube, on va dire, très pédagogique sur le fonctionnement des épargnes, de l'économie, de comment se créer un patrimoine, son patrimoine financier, quoi, en gros. Et ça, pour moi, c'est un bon outil, parce que je pense que l'économie, c'est aussi comprendre les différents mécanismes de création de la richesse par l'épargne et par l'économie, mais c'est aussi malheureusement un vecteur d'une vision de la société qui a tendance à mettre totalement en avant l'individu et potentiellement sa famille, mais qui occulte complètement le principe de collectif, de faire corps social et en gros de faire fonctionner la société non pas seulement à travers soi-même et ses ambitions, mais de faire fonctionner la société à travers tout son système et ses institutions d'entraide, de solidaire qui font quand même une des fiertés du patrimoine immatériel français depuis 1945 et qui font que notre pays reste, malgré tout ce qu'on peut dire, dans le top 10 des puissances mondiales. Ouais, je pense que tu as bien résumé. Allez, envoie-nous la vidéo. Tu vois, faut pas avoir le syndrome de Stockholm. Au bout d'un moment, si si tu fais quelque chose et qu'on passe son temps, que l'État, c'est pas que l'État, c'est les administrations, le truc, tu vois, t'as une boîte aussi. T'as vu la paperasse qu'on se tape? C'est quand même c'est hyper compliqué. Des fois, tu reçois des amendes de trucs, tu savais même pas qu'il fallait payer la taxe de je sais pas quoi, le truc. Ouais. C'est un enfer administratif, tu comprends rien. Comme il dit, c'est pas l'État, c'est les administrations. Si, en fait, c'est l'État. Les administrations sont des outils de l'État, sont des branches actives de l'État. Il a raison, ce qu'il dit, c'est un enfer fiscal. Oui. Pour connaître des gens qui ont tenté de lancer leur auto-entreprise, même moi, j'ai jamais essayé de lancer quelque chose au point qu'il faille que je déclare un certain statut, que ce soit d'auto-entreprise, de micro-entreprise ou quoi que ce soit. Pour autant, j'en connais, j'en croise, et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Clairement, il y a un consensus. Mon frère entrepreneur, je connais pas mal d'entrepreneurs, mais il y a un consensus là-dessus sur l'administration fiscale, et tu peux te retrouver à payer des choses dont tu n'es même pas au courant que ça existe. C'est quand même assez compliqué, les démarches sont très très complexes, et en fait, nul n'est censé ignorer la loi, donc vraiment obligé de te renseigner sur ton statut, et c'est très très complexe. Quand tu lances un business et que tu es concentré dans ce business, que tu te dédies à ça, parce qu'au final, forcément, t'as pas forcément de retour tout de suite. Tu peux ne pas te verser de salaire pendant des mois, voire plusieurs années, et que tu dois en plus avoir toute une gestion fine de toute la partie fiscalité. En fait, c'est un autre métier. Mais au bout d'un moment, en fait, et c'est ça, tu vois, on revient au truc des États-Unis. Faut pas oublier que les gars, on n'est pas le centre du monde. Moi, je prends mes clics et mes claques, je fais 1 heure de train, je vais en Belgique. Mais on est en Europe, c'est la même monnaie, ils parlent même la même langue. C'est ciao, tu vois. Ça m'a pris aucun effort. Donc arrêtez de penser qu'on est le centre du monde, puisque déplacer son business, déplacer sa vie, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit, et que les pays autour ils font de l'arbitrage sur ces... Pour avoir connu des gens qui sont allés en Belgique, c'est extrêmement compliqué la Belgique. Oui, j'avais vu un reportage aussi, parce que tu es obligé de rester, je crois, 6 mois par an, minimum. Tu es obligé d'avoir un bien immobilier, évidemment, sur place. Pour l'accès à la propriété, pour l'accès aux biens immobiliers, c'est d'une complexité sans nom en Belgique. Et la Suisse aussi. Regarde, la Suisse, on peut en dire ce qu'on veut, mais les Suisses eux-mêmes ne sont pas propriétaires pour la plupart. C'est pour ça qu'ils ont tous des grosses et belles voitures, parce que personne ne peut acheter. Il faut que tu aies un apport qui est extrêmement conséquent pour pouvoir acheter en Suisse. Et là, je fais une petite digression, mais j'avais vu un reportage sur des Français qui partaient justement en Belgique pour payer moins d'impôts. Mais donc, il y avait une dame dans ce reportage qui allait toujours au même café, au même coiffeur et tout. Et ce coiffeur, il avait un style parisien, parce que Paris lui manquait. C'est-à-dire parce que tu es obligé de rester plusieurs mois dans l'année en Belgique pour justifier de ta citoyenneté belge. Donc cette femme,
elle déteste payer ses impôts en France, donc elle va en Belgique, mais la France lui manque tellement qu'elle se crée un univers parisien dans sa Belgique, plutôt que de se dire, mais d'être bien toute l'année dans mon quartier parisien que j'adore, quitte à payer des impôts, non, je vais m'exiler 6 mois par an et baigner dans une espèce de nostalgie d'un truc qui est à 2 heures de train, juste pour économiser quelques milliers d'euros d'impôts, quelques dizaines de milliers d'euros d'impôts. Tu vois, ces gens-là, en fait, ils font passer leur patrimoine avant leur bien-être. Moi, ça me pouf, tu vois, c'est... Ces trucs-là. Je vois que Les Italiens, ouais, ils nous ça a tout le arbitrent. temps. Toi, concrètement, là, si tu voulais te casser, là, ça serait facile, quoi. Genre, tu déplacerais toutes les personnes de Finari. Moi, je partirais pas parce qu'en fait, mon business est axé sur la France et je veux qu'on change l'épargne en France, tu vois. Mais j'ai des gens autour de moi qui ont des business qui sont très internationaux, tu vois. Guillaume, je vais pas parler en son nom, tu vois, mais déplacer son business, c'est rien, tu vois. C'est peanuts. C'est anecdotique. C'est super simple. Et en fait, ce qui est fou, c'est que les gars, vous pouvez mettre toutes les lois que vous voulez. Si le mec est blindax, tu payes des avocats, tu trouves toujours des solutions. Mais je sais même pas si les gens se rendent compte que quand t'es riche, en fait, tu joues à un jeu, mais t'as des jokers dans tous les sens. Tu fais ce que tu veux, les dés sont pipés. Ouais, donc arrêtez. Et en fait, les seuls que vous allez fumer, c'est les petits gens, tu vois, qui ont un peu réussi. Et qu'est-ce que tu dois comprendre là-dedans? Bah, tu dois comprendre. C'est quoi son message? C'est quoi son message derrière? Ça veut dire faites rien, parce que dans tous les cas, ils vont pas vous écouter, ils sont au-dessus de la loi. Mais en fait, tu incites les gens. Je sais pas, c'est comme si tu disais à un dealer, va là-bas, la police va jamais là-bas, va continuer de dealer là-bas. Mais tu irais pas dire ça. Tu vas essayer de raisonner la personne pour essayer de comprendre, lui dire bah non, arrête, c'est pas bien ce que tu veux, tu vois. Mais tu vas pas lui dire va dealer à tel endroit. Tu vois, oui, c'est. Non, mais en plus, il dit vous pouvez mettre toutes les lois que vous voulez. De toute façon, le type est blindax, il aura toujours des avocats, des je sais pas quoi. Ce qui m'énerve aussi avec les entrepreneurs, c'est qu'au bout d'un moment, c'est un truc que je dis toujours, la droite, mais au bout d'un moment, il y a des types. Alors, certainement que c'est pas le cas de tous les entrepreneurs de France, certainement que. Mais moi, dans son discours, ce que j'entends, c'est le profit avant la patrie. C'est de dire à un moment donné, on crée des trucs, mais vous nous en prenez trop. Alors, je peux comprendre, tu vois, que tu te dis, t'as déclaré 5 millions cette année et on te demande 2,5 millions en euros d'impôts, et tu vois que le pays n'arrive pas à gérer son éducation, n'arrive pas à gérer la santé, n'arrive pas à gérer la réinsertion des prisonniers, n'arrive pas à gérer la difficulté de production de matières premières, ou en tout cas de matières à haute valeur ajoutée, et tu te dis mais en fait je paye des impôts, pourquoi? Pour que des types fassent des réunions et se mettent pas d'accord sur telle loi ou telle loi, ça se comprend. Mais à ce moment-là, bah tu t'engages, soit politiquement, ou soit tu fuis. Mais après, ne dis pas j'aime la France. Quand il lui pose la question, ne dis pas j'aime la France. Quand il lui pose la question, est-ce que toi tu peux partir? Quand il lui pose la question et qu'il dit est-ce que toi tu peux partir, il dit non, mon business est ici, en gros. Mais en fait, ce qui est vraiment insensé, c'est qu'il ait l'audace quand même de dire que il peut pas partir. La seule chose qui le retient, c'est parce qu'en fait il fait sa thune ici. Dans ce cas-là, paye tes impôts ici en fait. Et en plus c'est pareil, ces mecs-là en fait ils verront qu'un seul côté. Effectivement, vous payez trop d'impôts et il n'y a pas de résultat. Mais est-ce que tout le monde paye ce qu'il faut en impôts par rapport à ce qu'ils font? Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est ça le truc, ça, il se pose jamais la question. Parce que là, tu vas voir, après, il va parler de Bernard Arnault, il va dire Bernard Arnault, c'est le premier contributeur de France, mais est-ce que Bernard Arnault paye vraiment ce qu'il est censé payer? La taxe Zucman, c'est justement pour inverser ce qui fait qu'actuellement, ils ne payent pas ce qu'ils devraient payer, en fait. C'est ça, c'est même pas leur en prendre plus, c'est prendre ce qu'ils sont censés donner. Exactement. Mais ça, les mecs veulent pas le savoir. Et par contre, alors, prendre 150 € aux allocataires du RSA en retirant la prime de Noël, prendre, comme on a vu dans l'épisode précédent, l'argent des chèques vacances de la CAF qui représente 83 millions, alors ça on peut le prendre, hein. Des gens qui ont presque rien, des gens qui sont en galère, des gens qui savent même pas ce qu'ils vont manger le lendemain, des gens qui savent même pas s'ils vivront toujours au même endroit l'année suivante. Ces gens-là, tu vas leur prendre 150 € dans l'année. Par contre, des multimilliardaires et des multimillionnaires, 1800 foyers qui peuvent faire rentrer 20 ou 30 milliards dans les caisses et qui ont déjà tout, tu vois, je veux dire, ça ne va pas les appauvrir. Ça va même pas les impacter. Ça va même pas les impacter. Eux, tu peux pas leur prendre. Tu vas leur prendre 2%, sachant qu'ils ont un rendement de 6% tous les ans. Et oui. Ils seront quand même dans le positif. Et il y a des mecs qui gagnent 5000 balles par mois qui les défendent, ces types-là, tu vois. C'est ça que je comprends pas, moi, en fait. Et après, ils te font toujours. C'est triste. Moi, tu vois, si un jour on a l'occasion de croiser quelqu'un comme Mounir, je lui dis, mais alors toi, tu trouves que tu payes trop d'impôts par rapport à l'efficacité de l'État, mais qu'est-ce que t'en penses que les gens qui sont bien au-dessus de toi, eux, ils payent pas la même dose d'impôts
d'impôts que toi. Est-ce que tu trouves ça juste? Et en fait, les mecs veulent C'est que vraiment eux, sensible. leur niveau d'imposition diminue au lieu d'augmenter l'imposition du mec qui est au-dessus d'eux. Tu vois, alors que c'est de la Parce qu'en fait, je justice. pense que mais il y a peut-être ce truc dans leur tête où ils se disent un jour ce sera peut-être moi Bernard Arnault. Et alors, si le jour où t'es Bernard Arnault, j'ai pas envie d'être à sa place. Je pense que et c'est le ça jour qu'ils où t'es disent. Bernard Arnault, tu veux pas voir ton pays rester une grande puissance? Tu veux pas Ah bah voir non, ton... ils ont réussi tout seuls. Ah oui, ils oui, ont- c'est avec Tout seul, tu rigoles ou quoi? avec Leurs leurs deux études, bras et elles ont leurs pas 10 été doigts, ils ont fait payées, des milliards, ouais. Voilà, exactement. Bah oui, comme Bernard. Les gars qui sont le Bernard Arnault et compagnie, ils s'en foutent, mais ils sont dans un autre monde, ils sont dans une stratosphère. Lui, quand même, c'est incroyable. Tous les jours, il y a des mecs qui l'insultent à l'Assemblée nationale. Il est encore là. C'est le plus gros contribuable de notre pays. Tu te dis, mais c'est exceptionnel. Tu vois, comment Mais non, Mounir, c'est normal. Si t'es l'homme le plus riche de France, bah forcément tu vas être le premier contributeur. Tu sais, l'homme le plus pauvre de France, il est aussi dernier contributeur. Hein. Mais je pense que sincèrement, il aimerait pouvoir contribuer, le mec le plus pauvre de France, tu vois. Non, ça ne m'impressionne pas, je suis désolé. Bernard Arnault, c'est le mec, tout le monde l'a applaudi pour Notre-Dame. Il y a l'entièreté du patrimoine clérical de France qui tombe en ruine, mais il a donné 100 millions pour Notre-Dame, donc faut l'applaudir. Bah ouais, Et toutes les autres églises alors. toutes les autres églises de province, dans les villes de 5000 habitants, où ils n'ont pas les moyens de refaire le clocher, ils n'ont pas les moyens de faire la peinture, ça aussi c'est du patrimoine, mais on s'en fout. on peut taper sur un gars qui est le mec qui contribue le plus individuellement et via ses sociétés au budget de l'État. 4 milliards, je crois, par an. Mais c'est rien. Comme tu dis, ça ne dérange pas de taper sur les gens qui ne peuvent pas donner, parce qu'ils peuvent pas cotiser parce qu'ils sont trop pauvres, entre guillemets. Ça lui dérange pas de taper sur ces gens-là. Mais par contre, sur ceux qui sont au-dessus et qui ne cotisent pas assez, par contre, ça c'est trop. Donc tu peux me dire qu'il est le premier contributeur français, c'est le premier à vouloir se casser aussi. Je rappelle, Bernard Arnault, il a fait des demandes pour aller en Belgique, pour avoir la nationalité belge. Et de qui on parle là? Tu dis, c'est quand même un tour de... Enfin, c'est quand même un tour de force. Tu dis ça à un Américain, tu dis ça à un Anglais, il va dire, mais vous êtes des malades, en fait. Mais en plus, les Américains, Biden, ça a été le premier à vouloir initier un impôt mondial sur les entreprises. On a qu'à Mais faire sauf ça, que nous aussi. il dit ça, mais si t'es américain, tu peux aller à l'autre bout du monde, ils vont venir t'imposer. Hein. Donc au final, ouais, mais bon, comme c'est que 15%, ça va, tu vois. Les mecs préfèrent être taxés 15% n'importe où sur Terre que 25% chez eux. Bon, ça se comprend, 10%, mais à un moment donné, c'est ton pays, quoi. C'est ton pays, t'as grandi grâce à ce pays. T'as grandi grâce à ce que ce pays t'a apporté à toi, à ta famille, en tant que service, en tant qu'institution, en tant que lieu, en tant que sécurité, en tant qu'accès à la santé, à l'éducation, au confort, au bien-être. Enfin, je veux dire, ces mecs-là, une fois qu'ils ont atteint... Mais parce que je pense qu'au bout d'un moment, quand ils baignent dans ces milieux-là, ils ne croisent plus des gens qui gagnent 1002 € par mois, tu vois. Ou alors c'est Non. eux qui leur ouvrent la porte, Non, qui ils leur croisent nettoient pas. leur chambre, tu vois. C'est ces gens-là. Et ils parlent pas à ces gens-là. Donc voilà, donc ça, ça c'était Mounir, la vision de Mounir. On va voir après une vision de Michael Moore. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Michael Moore, c'est un documentariste américain qui a fait des reportages des documentaires comme Bowling for Columbine, notamment, et qui est plutôt quelqu'un de très à gauche aux États-Unis. Ouais, lui il est vraiment dans l'ultra-gauche. C'est vrai que son documentaire phare, celui qu'il a rendu vraiment très très célèbre, c'est comme tu dis, c'est Bowling for Columbine, pardon. Et c'était une enquête sur la culture des armes à feu aux États-Unis après le massacre qu'il y a eu à Columbine justement. Et franchement, moi je vous encourage à vous renseigner sur lui, à lire, à voir ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu produire, parce que franchement c'est quelqu'un d'hyper intéressant. En France, vous aviez un système dans lequel vous disiez que chaque malade devait être soigné. Que si quelqu'un perdait son travail, vous souffriez tous de cela et que cette personne devait être aidée. C'était votre éthique depuis des années. Et maintenant, vous commencez à rompre avec cela, avec une partie de votre âme. Vous avez commencé à devenir comme des Américains. Vous commencez à opprimer vos pauvres, à accabler les émigrés. Maintenant, votre journal télévisé commence ainsi. Cette nuit, dans un quartier de Paris, 3 Arabes ont agressé une vieille dame. Et ça apporte la peur dans le cœur du public français. Alors pourquoi en êtes-vous arrivé là ? Et quand bien même, tu Voilà. vois, et il dit 3 Arabes ont agressé une vieille dame. C'est un fait divers. Mais comme il y a le principe, en fait, ça peut être 3 hommes ou 3 jeunes agressent une dame âgée. Ouais, bien sûr. Mais ça se trouve, la dame âgée, enfin, tu vois. On met l'ethnie en avant uniquement quand c'est quelqu'un qui a des origines. Si Voilà. la personne n'a pas d'origine dans un fait divers, on ne stipulera pas. On dira pas c'est un Français de souche, comme ils aiment bien dire. On dira pas ça. Et le truc, c'est que, du coup, tu racialises le fait divers, et ça donne aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un fait divers qui concerne quelqu'un
qui n'a pas la peau blanche, et t'entends la phrase, c'est toujours les mêmes, tout le monde sait, c'est des chances pour la France, c'est sur nous un ingénieur, etc. Et en fait, t'as l'impression que le fait divers ne concerne plus que cette population-là, qu'il est impossible en France qu'il y ait des faits divers qui soient causés par des gens blancs. Alors que c'est le cas tous les jours, dans toutes les agressions. Ça peut être des agressions en voiture, ça peut être des agressions familiales, ça peut être des violences sexuelles. Sauf que quand la personne est issue de l'immigration, c'est tout le monde sait. Et c'est marrant parce que le truc, tout le monde sait, quand ça concerne une agression dans le show business, par exemple, ça on le dit pas, tu vois. Tout le monde sait. C'est bon, depuis Weinstein, depuis Depardieu, depuis Patrick Poivre d'Arvor, tous ces scandales-là, le scandale MeToo, tout le monde sait, tu vois. Oui, comme avec le collectif Némésis d'extrême droite, là, les féministes d'extrême droite, qui a tendance à vraiment préciser à chaque fois qu'il y a un fait divers sur quelqu'un qui aura une ethnie ou une origine, et même si c'est quelqu'un de français bien sûr, ou issu de l'immigration, peu importe, à toujours mettre ça en avant et à dire que c'est un réel danger. Et justement, ce qui est vraiment frappant, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'elle ne s'intéresse absolument pas aux 80 autres % des faits qu'il peut y avoir de violences sexuelles envers les femmes ou féminicide en dehors de ce scope-là. Voilà, c'est ça. Pour en revenir à Michael Moore, ce qu'il faut dire, c'est que là, quand même, c'est écrit, mais la vidéo date de 2004. Ce qu'il dit, là, les phrases qu'il dit, c'est choquant, parce que c'est des choses qu'on vit encore aujourd'hui, après de nombreuses années après. Et c'est vraiment pas la bonne direction qui est prise actuellement envers les pauvres, comme il dit, ou envers les personnes d'ethnie. C'est les discours qu'on a encore actuellement, quand il y a des gens qui trouvent pas de boulot, ou qui sont dans des boulots qui sont mal payés, mal rémunérés, ou qui n'ont pas accès à certaines aides, ou des fois ils ont accès à des aides, mais juste ils font pas la démarche parce qu'ils ont une fierté qui leur est propre. Mais par contre, le fait que des gens fassent ces démarches pour avoir ces aides et les obtiennent, parce qu'ils y ont droit, ça les énerve, et donc ça leur fait réveiller en eux un sentiment entre guillemets patriotique, qui est contraire aux valeurs françaises, quoi, de base. Donc sachant que quand on se renseigne vraiment, on apprend quand même qu'il y a énormément de gens qui ne font pas les demandes sur les aides parce que ils connaissent pas forcément leurs droits, ou alors parce que c'est trop complexe. Il y a pas mal de raisons qui font que beaucoup d'aides ne sont pas réclamées. Et tu vois, Mounir disait c'est un enfer fiscal ou c'est un enfer administratif quand tu dois déclarer telle ou telle activité, tel ou tel truc, ou tel machin. Oui, alors imagine, toi, à un moment donné, dans ton affaire, elle marche, donc tu peux payer des gens pour le faire, mais imagine quelqu'un qui est au RSA, ou qui est au chômage, ou qui est au SMIC, et qui a le droit à telle aide, et qui, d'une, ne le sait pas, et de deux, même si elle le savait, elle n'aurait pas forcément le temps de le faire, parce qu'elle doit trop s'occuper d'elle, de son foyer, de sa famille, et donc même si elle avait droit à cette aide, elle n'en fait pas la demande, parce que juste, il n'y a personne pour l'aider, pour le faire à sa place. Donc oui, en plus, moi, je retiens de Michael Moore qui disait qu'avant, on avait un principe de solidarité universelle. On regardait pas où allait l'argent, on se demandait juste s'il était utilisé à bon escient pour quelqu'un, pour aider quelqu'un. Aujourd'hui, non seulement on regarde où va l'argent, et en plus, quand il ne va pas là où on n'a pas envie qu'il aille, ça réveille en nous des choses qui sont pas très jolies, quoi, qui sont pas très humanistes. Ouais, des peurs, comme le documentaire que tu m'avais fait. Et puis même de la colère, La peur, la colère, et la colère non pas entre ceux qui ont bousillé ce système, mais entre ceux qui, en le bousillant, ont divisé notre population, ont divisé notre solidarité citoyenne, et font qu'aujourd'hui, des gens qui sont dans la même situation sociale se mettent sur la tronche, alors que les types au-dessus d'eux se gavent sans être inquiétés. Nous espérons que l'épisode vous a plu, que vous avez découvert ou appris des choses intéressantes. Si c'est le cas, écrivez-le nous lisons tous vos commentaires. Et pour découvrir notre dernier épisode sur Hémisphère Gauche, ou la chaîne principale Éminence Grise dédiée au pouvoir et à ses mécanismes, cliquez sur l'une des vidéos qui s'affichent.